Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de l'Hebdo. L'actualité cette semaine a tout d'abord été marquée par les annonces du gouvernement en réponse à la 5e vague de l'épidémie de Covid-19. Parmi les mesures évoquées, à l'école, le masque redevient obligatoire pour les personnels et les élèves à l'intérieur comme à l'extérieur. Pour les enfants de 5 à 11 ans, la vaccination pourrait être ouverte à tous les enfants de cette classe d'âge d'ici la fin de l'année. Les plus de 65 ans, eux, peuvent désormais obtenir une dose de rappel sans rendez-vous dans n'importe quel centre de vaccination. Et puis enfin, concernant le volet économique, le télétravail est demandé à toutes les entreprises qui le peuvent jusqu'à 3 jours par semaine. Mesure demandée, même si elle n'est pas obligatoire. Et puis enfin, également dernière annonce concernant les discothèques. Elles sont de nouveau fermées au public depuis ce vendredi, et ce pour 4 semaines jusqu'au 6 janvier prochain. Une décision qui a suscité l'incompréhension des gérants de boîtes de nuit. De nombreux établissements ont ainsi organisé une dernière soirée jeudi soir pour leur clientèle. Et c'est le cas de l'Éloge à Landronde où Alexia Janet est allé rencontrer le propriétaire. Dès demain, ce patron de discothèque va devoir fermer ses portes pour 4 semaines. Grégory Vrignon a racheté cette boîte de nuit en septembre 2019 avec son épouse. Au total, en 2 ans, l'établissement est resté ouvert seulement 7 mois en raison de la crise sanitaire. Alors lorsqu'il a appris lundi l'obligation de fermer à nouveau sa discothèque, c'est l'incompréhension mais aussi le sentiment d'injustice. On est la seule corporation, la plus petite corporation d'ailleurs de commerce, à refermer et on trouve ça totalement injuste, contrairement aux autres styles de RP, sans leur en vouloir, que ce soit les bars, les restaurants, les thés dansants et ainsi de suite. Voilà, donc ce qui va se passer, c'est très simple, on n'empêchera pas les gens de faire la fête, même si ça va peut-être être dans une mesure un peu plus limitée, mais on n'empêchera pas les gens de faire la fête pour la nouvelle année. Cela implique pour lui l'annulation des nombreuses réservations pour les fêtes, la plus grosse période de l'année. On avait fait le stock, on va dire, pour les fêtes. On avait fait un gros stock, oui, pour finir cette fin d'année 2021. C'est de l'alcool, l'alcool se tiendra jusqu'en 2022 sans aucun problème et bien heureusement. Avant que les portes ne se ferment à nouveau, l'établissement prépare sa toute dernière fête ce soir, jusqu'à demain 6h. Donc, je ne m'attends pas à avoir une affluence record, surtout un jeudi soir. On aura certainement des gens solidaires. Pour notre morale, pour le moral aussi de nos clients et d'autant plus des clients les plus habitués, voilà, venir profiter à 200% cette dernière soirée. Une soirée qui ne suffira pas à rattraper le manque à gagner de ces 4 prochaines semaines, et ce malgré les aides annoncées par l'État. Avec les différentes charges à payer et les derniers mois de fermeture, difficile pour le couple de compter sur la discothèque pour tenir financièrement. Grégory Vrignon a même dû reprendre son travail de commercial la journée. Quand on a pris la décision d'acquérir la boîte de nuit, on n'avait pas du tout, on va dire, l'information comme personne qu'on allait avoir ce virus. On y croyait de toute façon, comme tout entrepreneur qui monte une entreprise ou qui reprend un commerce. Il faut croire en ses projets et on continue à y croire même si les temps sont difficiles, même si le moral est un peu en baisse, même si la colère augmente vis-à-vis des circonstances, on y croit. L'établissement espère ne pas avoir à revivre les 18 mois de fermeture qu'il a connus en 2020. Mais Grégory Vrignon veut rester positif et attend le 2 janvier pour que la musique puisse ensuite ne plus jamais s'arrêter. Et à noter que depuis la publication d'un décret ce mercredi, il est interdit de danser dans les bars et les restaurants pendant 4 semaines également. Un contexte sanitaire qui ne permet donc pas à certaines entreprises de l'événementiel d'aborder cette période de Noël et du Nouvel An dans les meilleures conditions. Les traiteurs comme l'entreprise La Forêt Pro à Aizenay voient leur planning s'alléger après des annulations en cascade. Une situation qui a des conséquences sur le personnel notamment. Écoutez. La semaine dernière, en une journée, on en a eu 5 annulations, donc des comités d'entreprise, cocktails de mairie, de choses comme ça. Donc ça représente des repas de 180, 150, 90 personnes. Donc on devait avoir des week-ends très complets et là, sur les 15 jours, on a diminué de moitié. On commence une semaine de travail sur la planification, genre ce week-end, je devais avoir tous mes salariés à travailler et je leur ai annoncé hier que personne ne travaillera ce week-end. Voilà, on est obligé de réduire le personnel pour le week-end. On n'a plus personne ce week-end, donc voilà, donc c'est nous en tant que co-gérants, on va travailler à leur place.
À l'approche des fêtes de fin d'année, d'autres professions en revanche connaissent actuellement un pic d'activité. C'est notamment le cas pour les ostréiculteurs du département. Parmi eux, François Dewal, le gérant des viviers de la Guittière à Talmont-Saint-Hilaire. Pour les producteurs comme lui, une grande partie du chiffre d'affaires de l'année est réalisée à Noël et au réveillon du Nouvel An. Et après une année 2020 perturbée par les conditions sanitaires, l'année 2020 est cette fois marquée entre autres par le manque de main-d'œuvre. Reportage Pierre Dalicieux. Avant de pouvoir être dégustées, les huîtres produites ici doivent d'abord passer quelques étapes indispensables. Ce bassin ici est un bassin de stockage d'eau. On pompe l'eau et on le stocke là. Après, la première partie de purification se fait ici, où les huîtres perdent leur sable, tout ce qui est matière en suspension dans l'huître. Et après, il y a un petit bassin de finition ici, où quand les huîtres sont ici, elles peuvent partir directement en commercialisation. Elles sont prêtes à manger ici. Des huîtres qui ne sortent pas des parcs, toutes prêtes. Ici, il faut d'abord les passer au jet d'eau, car au moment de les mettre en bourriche, il faut aller vite. En ce moment, on est sur une période de préparation, de triage, de stockage, pour que pendant les 15 jours de fête, on ait nos huîtres qui soient prêtes et qu'on ait juste à les sortir de l'eau et à les mettre en bourriche pour qu'elles puissent être vendues le plus vite possible. Les fêtes de fin d'année approchent et cet ostréiculteur a encore en tête celle de l'année dernière, si particulière, mais reste confiant pour cette année. 2020, c'est-à-dire Noël l'année dernière, a été très compliqué à gérer parce que on ne savait pas si il allait avoir lieu. Alors Noël aurait lieu, mais on ne savait pas si les gens pouvaient se rencontrer. Donc cette année, on est convaincu que ça va se faire. Donc déjà, c'est pas mal. Maintenant, il faut que les gens aient envie aussi de se retrouver. Mais ça va le faire. Noël, c'est toujours une fête, toujours. Et bonne nouvelle, cette année, les commandes sont plus importantes que l'année passée. 20 tonnes d'huîtres à trier. Et comme un peu partout ici, c'est le manque de main-d'œuvre qui pose problème. Il faut qu'on prenne 15 jours d'avance par rapport à Noël juste pour ça, quoi. Parce qu'on n'a pas assez de monde à l'année pour trier des huîtres. On ne trouve pas de personnes vraiment motivées à l'année. Les gens ils viennent 2 mois et puis après ils disent qu'ils ne veulent plus venir. Personne trouve. Non, c'est le même. Là, c'est national. Tous nos collègues, on en parle. On a même fait une réunion pour parler de ça. C'est vraiment devenu compliqué. Oui. Une fois les huîtres mises en bourriche et expédiées, tout le monde ici aura le droit à 15 jours de repos début janvier, avant de repartir pour une année. Dans le reste de l'actualité cette semaine, ce jeudi, la première station multi-énergie verte de Vendée a été inaugurée à La Roche-sur-Yon. Située sur l'ancien site de Michelin, c'est la première station de cette envergure en France. Elle permettra de distribuer de l'hydrogène, de l'électricité et du gaz naturel. Reportage signé Pierre Dalicieux. C'est parti pour la première station multi-énergie verte, renouvelable et locale de France. Ici, les véhicules lourds et légers pourront venir faire le plein d'énergie décarbonée. Et ça a été la volonté, c'était de construire cet écosystème vendéen entre les distributeurs, les producteurs et les consommateurs. Et réellement aujourd'hui, en termes de distribution, eh bien, on peut s'appuyer sur des productions locales, que ce soit pour l'hydrogène, évidemment l'hydrogène vert qui est produit à Boin avec le partenariat avec la société Life. On a le biogaz qui est produit grâce au monde agricole et aux différentes entreprises qui produisent aussi des produits méthanogènes, des entreprises agroalimentaires. Donc on a ce biogaz et puis on a évidemment l'énergie verte, l'électricité verte avec la production des panneaux photovoltaïques qui se retrouvent dans nos parcs photovoltaïques vendéens. Une grande première qui a déjà ses clients. Parmi eux, l'agglomération de La Roche-sur-Yon et son nouveau bus à hydrogène vert produit en Vendée. D'autres viendront. L'objectif, ouvrir la voie et montrer l'exemple et surtout donner envie à la population de rouler avec de l'énergie verte. Pour l'instant, nous avons voulu accompagner le développement de l'hydrogène avec l'achat d'un bus. Nous avons aussi des bus au gaz naturel vert qui rentrent dans la flotte et des minibus électriques. Demain, c'est l'ensemble de la flotte qui devra être mutée sur ces 3 types d'énergie. L'idée, c'est que, bien sûr, tout le monde se l'approprie et qu'au fur et à mesure du développement technologique, l'hydrogène devienne un moyen de mobilité pour tous. L'hydrogène est produit à Boin par la société Life, une énergie issue d'électricité produite par 3 éoliennes et d'eau de mer. Une société qui a déjà de grands projets et un objectif, l'hydrogène pour tous. On a 60 projets partout en Europe. Notre objectif, c'est d'avoir plus aucune zone en France qui soit une zone blanche pour l'hydrogène. Il faut qu'on ait accès partout à l'hydrogène écologique et économique. C'est notre ambition. L'hydrogène vert, une énergie pour le moment encore chère, avec des véhicules également très onéreux, autour des 60 000 €. Le pari
augmenter la cadence et faire baisser les prix dans les prochaines années. Et à noter qu'une deuxième station multi-énergie est en cours de développement au Sables-d'Olonne. Elle devrait être opérationnelle courant 2022. Au chapitre social, les salariés de la santé et du social, justement, se sont mobilisés en début de semaine. En grève au niveau national, environ 200 personnes se sont rassemblées place Napoléon à La Roche-sur-Yon pour dénoncer les conditions de travail, le manque de reconnaissance de leur profession et la dégradation des conditions d'accueil des patients. Ils se disent oubliés par le Ségur de la santé et appellent à une prise de conscience de la population et des élus. Ce qui pose problème, c'est le manque de moyens par rapport aux familles pour pouvoir les aider. C'est le manque de moyens pour pouvoir travailler, des voitures, des téléphones, des ordinateurs qui fonctionnent. Les conditions de travail sont devenues impossibles. Les gens quittent le métier. Ce métier est en crise. Tous les métiers du médico-social sont en crise. Ceux qui sont dans des situations de souffrance extrême, nous on est là pour les aider. Voilà, on se bat avec eux au quotidien et nous on s'occupe pas de nous quoi. Concrètement, il nous faut une reconnaissance en termes de moyens humains. Il nous faut plus d'agents. Il faut du financement pour des postes sur ces différents services. Ça concerne également les crèches dans les territoires, tous les secteurs autour de l'enfance en règle générale et la protection de l'enfance en particulier. Il y a à un moment donné des situations où les enfants sont considérés en danger et que la non-réponse des institutions fait que malgré le fait que la juge ait dit il y a danger, il faut intervenir, il faut aller accompagner cette famille, on arrive des mois, voire une année après. Et il a justement été question de santé lors d'une session du conseil départemental en début de semaine à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Au programme de cette réunion des élus départementaux, les infrastructures routières, la pêche, le développement durable, le logement ou encore les services des urgences et les centres de soins non programmés. Écoutez Alain Leboeuf, le président du conseil départemental. Nous avons pu rencontrer à la fois le directeur de l'ARS, à la fois monsieur le ministre, pour lui dire combien trop de Vendéens étaient en difficulté, n'avaient plus de docteurs généralistes pour prendre soin. Et c'est pour ça qu'avec l'accord de monsieur le ministre, nous allons lancer ces centres de soins non programmés dans 7 centres en Vendée à partir du début janvier pour à la fois soutenir nos urgences d'une part et à la fois soutenir aussi nos généralistes qui sont aujourd'hui beaucoup trop débordés. Et autre annonce du conseil départemental cette semaine, la candidature de la Vendée pour accueillir la flamme olympique à l'occasion des Jeux de Paris 2024. Organisé par l'association des départements, le relais de la flamme dans toute la France devrait avoir lieu 3 mois avant les JO d'avril à juin 2024. Tout de suite, nous avons souhaité effectivement nous porter candidats dans cette assemblée qui était réunie ce matin pour dire que les valeurs du sport pour notre jeunesse, pour toutes les générations sont trop importantes pour que nous n'ayons pas la chance de voir cette flamme olympique traverser de long en large la Vendée. Direction désormais les communes de l'Aiguillon-sur-Mer et de La Faute-sur-Mer. À partir du 1er janvier prochain, les 2 municipalités fusionnent pour devenir l'Aiguillon, la Presqu'île. Le processus était engagé depuis plusieurs mois et les habitants devaient voter entre 3 propositions pour un nouveau nom. C'est le travail d'un an. Alors, entre élus, d'abord les maires, ensuite les conseillers municipaux, et puis les agents quand même malgré tout, puisque rassemblement, regroupement de 2 communes, donc 2 agents. C'est important aussi la rédaction de cet arrêté, puisque on a bien vu que les 2 villages restaient, et ça, c'est ce que souhaitait une partie de la population, que la Faute-sur-Mer ne soit pas effacée, que l'Aiguillon-sur-Mer ne soit pas effacée. Donc les 2 villages restent, puisqu'ils deviennent désormais 2 communes déléguées, avec les maires qui restent maires des communes déléguées, que ce soit Laurent Huget pour la Faute ou moi-même pour l'Aiguillon-sur-Mer. Donc c'est important. Un mot de sport et de voile pour terminer cette hebdo. Yannick Bestaven, skipper maître coq et vainqueur du dernier Vendée Globe en janvier dernier, a été décoré de la Légion d'honneur en début de semaine par Emmanuel Macron. Le Rochelais était aux côtés de Jean Le Cam, récompensé lui pour son sauvetage de Kevin Escoffier sur ce même Vendée Globe. Et puis un peu plus tard dans la soirée, Yannick Bestaven a également reçu le prix de marin de l'année 2021 de la part de la Fédération française de voile. Il succède à Camille Lecointre et la sablaise Aloïse Retornaz. C'est la fin de cette hebdo. Très bonne journée et très bon week-end sur TV Vendée.